Depuis l'ouverture de notre point de service dans Parc Extension, l'accès à la justice et aux services sociaux pour les nouveaux arrivants, réfugiés ou personnes sans statut est devenu une préoccupation importante à la clinique juridique du Myland. Nos réflexions sont nombreuses et chaque opportunité d'en apprendre davantage sur la réalité vécue par ces personnes est un outil de plus pour bonifier, ajuster nos services d'information juridique. Nous avons donc le plaisir de partager avec vous un entretien que nous a accordé l'honorable Louise Arbour sur la question des migrants et de la régularisation de statut. Cet entretien sera mené par Maître Vanessa Taganda, avocate bénévole à la clinique juridique du Myland et qui collabore dans le développement de nos services d'information juridique en immigration. On vous propose donc une belle conversation entre deux juristes interpellés par le sort réservé aux migrants dans le monde et à la recherche de vraies solutions pour améliorer leur situation. Sur ce, bonne écoute. Oui, donc bonjour Madame Arbour. Avant de commencer notre entretien sur la régularisation des statuts, je voulais vous remercier de votre temps que vous nous avez accordé. Je pense que c'est un enjeu qui a retenu beaucoup les manchettes ces derniers temps et avant de se lancer dans le vif du sujet, je pense que c'est pertinent de peut-être définir certaines notions, certains termes que l'on entend beaucoup dans le discours relatif à la migration. Et les termes que j'ai en tête, c'est demandeurs d'asile, réfugiés, migrants, migrants irréguliers, migrants illégaux. Quels sont ces termes-là, selon vous? Alors, je pense que vous avez raison. La terminologie, c'est très important. On sait très bien que le langage, la langue, le langage, les mots, ce sont des véhicules politiques. Ça peut être des véhicules poétiques, des concepts juridiques, mais il y a aussi des messages politiques. Et ça a beaucoup d'influence, la terminologie. Il y a beaucoup de confusion, je pense, dans l'opinion publique, donc c'est important un peu de définir ça. Sur le plan technique, des demandeurs d'asile, c'est des gens qui entrent dans un pays autre que leur pays de nationalité et qui demandent en fait la protection de l'État dans lequel ils arrivent, une protection à laquelle ils ont droit en vertu du droit international, en particulier de la Convention sur les réfugiés, qui est très largement ratifiée dans le monde, une protection qu'ils demandent sur la base de leur peur d'être persécutés dans leur pays. Alors, ça, c'est des demandeurs d'asile. Ils demandent en fait qu'un État les prenne sous sa protection. C'est un concept qui nous vient d'après la Deuxième Guerre mondiale, où on avait vu justement des exodes, des exils, des gens qui ont été persécutés dans leur pays, qui ont fui, qui ont demandé du soutien ailleurs. Le concept de persécution dans la Convention, ça s'attache beaucoup à la persécution de nature politique, c'est-à-dire la persécution sur la base de la race, l'ethnicité, la religion, les fondements politiques. Au cours des années, ça s'est étendu, les tribunaux ont étendu un peu le concept. De façon générale, on pense que quand un pays est en guerre, quand il y a une guerre civile, par exemple, on ne va pas demander nécessairement à la personne de quel côté il est. Bon, c'est pris dans le contexte d'une guerre civile, c'est assez facile d'étendre justement la protection, le concept de persécution. Ce que ça ne comprend pas, et puis là, je pense que dans le monde contemporain, c'est une défaillance, c'est les gens qui quittent leur pays sous l'effet d'un autre genre de contraintes. Pas à cause de la persécution politique, mais par exemple à cause de la pauvreté extrême, du manque d'opportunités de gagner leur vie, d'éduquer leurs enfants. Donc, en fait, ce qu'on appelle les droits socio-économiques, là, ils n'ont pas ce genre de protection-là. Dans la réalité, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui se présentent aux frontières d'un pays, qui demandent l'asile, mais au fond, ce qu'ils fuient, c'est justement cette misère, ce manque d'avenir, ces défaillances au niveau économique. Mais il faut articuler ça sur un plan qui s'aligne un peu plus sur la Convention sur les réfugiés. Si leur demande d'asile est acceptée, ou s'ils avaient déjà obtenu autrement, là, soit par le Haut-Commissariat aux réfugiés, un statut de réfugié, là, en fait, leur demande d'asile a été acceptée, deviennent des réfugiés. Donc, ils ont toutes sortes de protections, ils peuvent vivre légalement dans le pays. Des migrants, de façon plus générale, des fois on les appelle des migrants économiques,
ce sont des gens qui se déplacent, qui vivent. Les Nations unies les définissent comme des gens qui vivent depuis plus d'1 an dans un pays autre que leur pays d'origine, de nationalité ou de citoyenneté. Alors, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, là, dans le monde aujourd'hui, il y a à peu près plus ou moins 25 millions de réfugiés et il y a 280 millions de migrants, soi-disant économiques. Et quand je dis réfugiés, ça ne comprend pas les gens qui se déplacent à l'interne, là, au Darfour, par exemple, là, pendant les troubles au Soudan. C'est des gens qui traversent des frontières pour aller chercher cette protection-là. Et alors, les autres, ceux qui sont ni des demandeurs d'asile, ni des réfugiés, là, on leur donne toutes sortes de noms. Alors, des fois, les touristes, là, c'est pas des migrants, c'est pas des gens qui ont l'intention de rester, mais c'est quand même des gens qui se trouvent dans un autre pays. Des migrants, soi-disant économiques, on les appelle parfois, dans certaines circonstances, des migrants illégaux pour désigner ceux qui sont à l'intérieur d'un pays sans, strictement parlant, y avoir droit. Moi, je trouve que c'est extrêmement péjoratif, le terme illégal, parce que on passe assez rapidement, quand je vous dis le langage, c'est politique, on passe rapidement dans nos esprits entre illégalité, criminalité, terrorisme, on met tout le monde dans la même boîte. Des migrants économiques, là, il y en a beaucoup qui sont parfaitement réguliers, font des demandes au ministère de l'Immigration, viennent travailler, soit c'est des travailleurs saisonniers, des gens qui ont un permis de travail pour un temps limité, ou des gens qui s'installent définitivement dans un autre pays de façon tout à fait légale et régulière. Il y a aussi beaucoup, et puis là on pourra parler des nombres, de gens, par exemple, qui arrivent au Canada avec un visa de touriste ou un visa d'étudiant et qui devraient partir, évidemment, à l'expiration de leur visa, mais qui ne partent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trouvés un emploi, leur employeur est content. Souvent, ils se disent, ça ne sera pas pour très longtemps, puis finalement, quelques années plus tard, ils sont encore là. Alors, ce qui entache leur statut, l'irrégularité, là, c'est une irrégularité beaucoup plus de nature administrative que criminelle. Ils ont mis de crime. Alors, c'est très important, moi, je pense, de ne pas parler de migrants illégaux, mais de parler de gens qui sont sans statut, sans papier ou dans une situation d'irrégularité pour décrire, en fait, ces gens-là. Alors, c'est là qu'il y a des termes qui sont souvent utilisés de façon péjorative, qui portent préjudice, en fait, à un discours public intelligent sur la question. Oui, puis vous avez mentionné la situation d'irrégularité. Quelles sont les conséquences pratiques de vivre sans statut au Québec ou au Canada? C'est les mêmes, en fait, que dans la plupart des pays, là, des démocraties occidentales, où l'accès à toutes sortes de services sociaux est basé sur soit la citoyenneté ou la preuve de résidence ou la preuve de statut. Alors, ça peut aller, là, ça peut varier d'un endroit à l'autre, mais ça peut aller de l'obtention d'un permis de conduire à l'obtention, par exemple, et ça, c'est très pertinent dans le contexte actuel, au service de santé. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à l'inscription des enfants dans des écoles. Alors, il y a tout ce qui est rattaché à la nécessité de démontrer le droit à l'accès à certains services, qui lui-même est basé très souvent sur, si ce n'est pas la citoyenneté comme telle, la preuve de résidence de façon régulière. Alors, ça met ces gens-là dans une situation de très grande précarité. On pense, par exemple, aux hésitations que ces gens-là vont avoir d'appeler la police s'ils sont victimes de crimes, de peur que leur statut soit révélé, qu'ils puissent faire l'objet d'une demande d'expulsion. Alors, ça crée un environnement de précarité qui rend, et ça on le sait, ces gens-là très vulnérables à l'exploitation en matière de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont aucun scrupule à engager des gens, sachant qu'ils n'ont aucun recours. Et donc, on peut les sous-payer, les maltraiter, pas leur donner de vacances et tout ça, parce qu'ils ne vont pas pouvoir se plaindre, étant donné la précarité de leur statut. Et j'imagine que cette précarité-là, cette vulnérabilité-là a été
exacerbée par la pandémie de la COVID-19. Là, j'imagine, je pense notamment au couvre-feu et au contrôle là, de preuves de résidence auxquelles peuvent faire l'objet ces personnes-là qui vivent au Québec ou au Canada sans statut. Oui. Contrairement à d'autres pays, on n'a pas une tradition au Canada et au Québec de contrôle d'identité. On n'a pas de carte d'identité. On ne contrôle pas systématiquement l'identité des gens. Mais vous savez, dans un contexte de pandémie, et ça, dans les discussions qui ont eu lieu ces dernières années aux Nations Unies, on en a beaucoup parlé de la gestion de la migration irrégulière et des systèmes de santé publique. Dans un environnement de pandémie, par exemple, on a tous intérêt à ce que personne hésite au moins à aller se faire dépister. Bon, la question des vaccins, c'est un autre sujet, mais le dépistage, c'est fondamental pour le contrôle de la propagation dans un contexte de pandémie. Alors, si on a une population qui ne va pas risquer d'aller se faire dépister au cas où ils se feraient demander leur carte d'assurance santé, qu'ils n'ont pas, puis pourquoi, puis qu'ils vont se sentir menacés par le processus, bien là, on a des failles vraiment importantes dans nos systèmes de contrôle de la propagation des pandémies. C'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. On n'a aucun intérêt, encore moins des valeurs là, qui préconisent qu'on exclue des gens des services essentiels, des gens qui sont sur notre territoire. Mais dans un contexte de pandémie, c'est particulièrement inquiétant. Et c'est ça, la vérification aussi de l'identité, là, du statut. Mais quand même, contrairement à ce qu'on pensait, on a appris beaucoup de choses récemment. Hein. Mm-hmm. Contrairement à ce qu'on pensait, même si des gens travaillent dans ce qu'on appelle l'économie informelle, ou le noir, le travail au noir, ils sont payés en dessous de la table, tout ça, ils ne sont pas invisibles. On les a vus, les préposés aux bénéficiaires qui venaient à travers les agences. Et puis là, tout à coup, on s'est rendu compte que parmi ces gens-là, il y en avait beaucoup dont le statut migratoire n'était pas régularisé. Soit c'était des demandeurs d'asile qui peuvent attendre très longtemps avant que leur statut soit finalisé. Mais ceux-là, ils ne sont pas irréguliers. Ils sont dans un processus. Mm-hmm. Mais, par exemple, des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée, parce qu'au fond, c'était des migrants économiques qui ne se sont pas qualifiés et qui ne sont pas partis. Ou des gens qui étaient venus comme étudiants ou comme touristes et qui sont restés. Mais ils ne sont pas invisibles. On les croise dans la rue. Ces gens-là, tous les jours, travaillent à l'entretien ménager dans des édifices à bureaux, travaillaient dans des CHSLD. Ils sont un peu partout. Et ce n'est que récemment, je pense qu'on a pris conscience, non seulement de leur existence, mais aussi de leur contribution et de leur précarité. Mm-hmm. Oui, puis est-ce qu'on a une idée, considérant le fait que ces gens-là évoluent un peu sous le radar, est-ce qu'on a une idée de combien ils sont, par exemple au Canada ou même au Québec? Écoutez, j'ai posé la question là, à des gens dans les milieux académiques, même dans les milieux gouvernementaux. Il n'y a pas de données officielles. On nous dit souvent, puis ça, c'est pas juste au Canada, mais un peu partout, que c'est toujours difficile de comptabiliser ce qui n'est pas très visible. Mais c'est pas si compliqué que ça, là, je pense. Mais les gouvernements, jusqu'à maintenant, nous ont pas donné officiellement de données, de résultats là-dessus. Ce qu'on entend dire, et on m'a dit, autant dans les milieux universitaires que dans les milieux gouvernementaux, que c'est très crédible qu'il y ait au Canada, on ne m'a jamais donné de chiffres, là, même approximatifs pour le Québec, mais qu'au Canada, il pourrait y avoir jusqu'à 1,5 million, 500 000 personnes qui sont au Canada en statut, dont le statut migratoire est irrégulier. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a quelques années, on parlait de 11 millions et ça a dû augmenter beaucoup depuis. Alors, on ne parle pas là d'une toute petite communauté. Encore là, dans le contexte d'une pandémie, on n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait 500-600 000 personnes sur le territoire qui ne prendront pas le risque d'aller se faire dépister, par exemple. Mm-hmm. Puis, lorsqu'on parle de régularisation, en pratique, je ne sais pas si vous avez en tête des exemples de d'autres pays ou peut-être même dans le passé au Canada, je ne sais pas si on a fait un exercice similaire, mais comment ça s'articule en pratique, la régularisation? Bien, écoutez, ce que ça vise à faire, justement, c'est de mettre en place un mécanisme qui va permettre à ces gens-là de sortir de l'ombre. Alors, ça peut être une régularisation très ciblée dans un secteur économique, par exemple, les préposés aux bénéficiaires,
ou ça peut être une invitation généralisée à toutes les personnes qui sont sur le territoire canadien, par exemple, sans statut, avec à la fois des mesures qui reconnaissent le fait qu'ils ont commis une faute, tout au moins administrative, de la même façon que si on n'a pas rempli sa demande de permis de conduire, on n'a pas renouvelé à temps, bien on peut payer une amende ou on peut avoir une pénalité quelconque, mais en même temps qui contient un mécanisme qui va les encourager à mettre fin justement à cette vulnérabilité-là qui est attachée à leur manque de statut. Ça ne veut pas dire que le lendemain matin, ils sont tous des citoyens, mais ça veut dire, par exemple, qu'on leur dit, bien, écoutez, présentez-vous, on va vous donner, bon, à moins que, et puis là, il peut y avoir une catégorie d'exception, les gens qui ont commis des crimes sérieux depuis leur arrivée au Canada, mais ça devrait être là, au cas par cas de façon assez restreinte. Mais autrement, on va vous offrir, par exemple, un permis de travail de 2 ou 3 ans. La plupart de ces gens-là travaillent déjà. Alors, on va régulariser votre statut avec éventuellement un processus qui peut vous amener à la résidence permanente à plus long terme. Mais l'idée, justement, c'est d'avoir des mécanismes qui vont favoriser la régularisation de ces statuts. Écoutez, c'est très simple au fond. Au niveau de la gestion politique, on a 3 options. Ou bien, ce que certains vont préconiser, on les renvoie chez eux parce qu'ils ne devraient pas être là. Ça, c'est facile à dire, c'est pas très facile à faire. D'abord, il faudrait les trouver, même ceux qui travaillent dans le moment, les efforts que ça prendrait. Ensuite, il faudrait la coopération de leur pays d'origine. Et beaucoup de ces pays-là ont aucun intérêt à coopérer à ce qu'on appelle le retour des migrants en situation d'irrégularité, parce que ce qu'on sait à travers le monde, c'est que tous les migrants, qu'ils soient en situation régulière ou non, renvoient chez eux des sommes d'argent pour soutenir leur famille, des enfants qu'ils ont laissés derrière eux. Et ça, là, sur le plan de l'aide internationale, c'est des chiffres astronomiques. C'est beaucoup d'argent. Donc, les pays d'origine, si on renvoie chez eux les gens qui sont partis, qui leur envoient de l'argent, écoutez, dans certains pays d'Amérique latine, d'Asie, ça peut représenter jusqu'à 20% du produit intérieur brut. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est difficile de les localiser, très difficile d'avoir la coopération de leur pays d'origine qui ne vont pas leur émettre de passeport. Et quoi? On va investir beaucoup d'argent pour sortir des gens du marché du travail, les renvoyer chez eux, alors que leur soi-disant faute est quand même, c'est démesuré, il me semble, comme mesure. Ça, c'est la première option, soi-disant les renvoyer chez eux. La deuxième option, c'est le statu quo. On ne dit rien, puis on continue à avoir une population chez nous qui n'a pas accès aux services publics, qui vit dans la précarité, le danger d'abus au niveau du travail. C'est loin d'être idéal pour une société qui se dit un état de droit, de tolérer, en fait, la croissance constante d'une population hors norme. Et la troisième option, évidemment, c'est de lancer un exercice de régularisation. Les objections qu'on entend souvent, il y en a 2. C'est, ah ben là, on va donner des cadeaux à ceux qui ont triché. Bon, premièrement, il faut mal comprendre la situation de ces gens-là, d'où ils viennent. C'est quand on les voit, quand on a des histoires qui sortent au cas par cas, je pense qu'on commence à avoir une meilleure compréhension de la vraie situation de ces gens-là, de ce que ça veut dire tricher. On entend souvent des histoires des gens qui ont payé des sommes astronomiques à des passeurs, mais c'est pas tous les cas. Il y a beaucoup de gens dont la faute, là, justement, qu'on dit qu'on va récompenser si on régularise leur statut, est vraiment une infraction qui n'est pas beaucoup plus grave que de ne pas avoir payé ses impôts à temps ou de ne pas d'avoir fait des infractions au code de la route. Et on dit aussi souvent, ben écoutez, si on offre un statut régulier à des gens qui sont arrivés ou qui sont restés, la plupart sont arrivés de façon régulière. Au Canada, là, pas beaucoup de gens qui traversent la frontière de façon illégale ou irrégulière. Ils arrivent avec un visa et ils ne repartent pas. Alors on dit souvent, ça va attirer beaucoup de monde. Ça aussi, c'est très mal comprendre les facteurs qui incitent les gens à partir et puis qui les incitent à faire des choix où ils veulent aller. C'est très, très personnel. C'est beaucoup basé justement sur les pressions, là, les gens qui quittent parce qu'ils n'ont pas le choix.
Et les pays où ils choisissent d'aller, c'est très, très souvent basé sur des relations préexistantes de famille, la langue, le confort avec la culture. Bon, le fait qu'à tous les 25 ans ou une fois de temps en temps, on régularise certaines personnes, c'est loin d'être le facteur déterminant pour la vaste majorité des gens. C'est très aléatoire de toute façon. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que la pandémie nous a permis de mettre de personnaliser un peu la migration puis le fait d'être en situation d'irrégularité. J'ai l'impression que lorsqu'on parle des migrants comme étant une masse vraiment impersonnelle, ça donne ça génère un sentiment de danger chez certaines personnes, tandis que lorsqu'on met des noms, des histoires, des visages, qu'on regarde leurs contributions, parfois on se rend compte que dans le fond, ce sont des gens comme nous qui ont eu à faire des choix difficiles et qui veulent juste contribuer au pays dans lequel ils sont. Est-ce que selon vous, la régularisation des anges gardiens, ceux qu'on appelle les anges gardiens dans le contexte de la pandémie, ou des travailleurs essentiels, est la solution où vraiment il faudrait mettre en place un programme pour l'ensemble des gens qui vivent en situation d'irrégularité et faire table rase, en fait? Écoutez, moi, je pense que d'abord, l'appellation ange gardien, là, ça fait écho un peu à notre catho-laïcité. En tout cas, ça, c'est une autre conversation. Mais je pense que d'abord, ça vient d'un bon sentiment dans l'opinion publique. En fait, c'est la différence entre le cas d'espèce, l'histoire d'une personne, et l'abstraction de 500 000 personnes qu'on ne connaît pas qui sont là. Là, tout à coup, on a ciblé des gens qu'on était capable d'identifier, on voit la contribution qu'ils font, on voit les circonstances difficiles qu'ils ont laissées derrière eux et dans lesquelles ils vivent ici. Donc, ça a généré, je pense, un sentiment très positif. C'est un excellent pas dans la bonne direction, surtout s'il se concrétise. Hein. Ça semble être un peu lent, la mise sur pied de toutes ces bonnes intentions de régulariser ces anges gardiens qui nous ont tellement protégés au risque de leur vie. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Moi, j'espère que ça va ouvrir, en fait, une conversation plus large sur, en fait, l'arbitraire d'avoir fait le choix de ne cibler que ces personnes-là. Il y en a d'autres pendant la pandémie qui nous ont aussi rendu beaucoup de services qui travaillent dans ce qu'on appelle les services essentiels, mais où on réfléchit pas tellement à ce qui est essentiel. Les gens qui travaillent dans des abattoirs de porc ou dans toutes sortes d'entreprises là, où ils sont vraiment de la main-d'œuvre très peu spécialisée, ils volent les emplois de personnes. Et eux aussi, ils ont été très à risque, là, devant travailler pendant que les autres étaient en télétravail. Tout ça. Alors, moi, j'espère que cette initiative-là, d'abord, va se concrétiser. J'allais dire, on leur doit bien ça, mais je pense que l'opinion publique a été très sensibilisée à cette question-là. Et là, on devrait inviter une conversation plus large. Vous savez, la régularisation des personnes comme ça qui sont sur notre territoire, c'est une des initiatives, il n'y en a pas beaucoup, mais pour moi, c'est une initiative où, pour une fois, j'allais dire, nos valeurs et nos intérêts coïncident. Ça répond à nos valeurs. Moi, je pense que comme société, au Canada, au Québec, on a fondamentalement des sentiments de solidarité humaine, on a de l'empathie pour des gens qui n'ont pas eu la chance que nous, on a de vivre chez nous. Alors, ça répond à nos valeurs, mais ça correspond aussi immensément à nos intérêts. On a vu là dernièrement des données sur le vieillissement de la population au Québec en particulier. Là, au Québec, c'est une situation chronique et plus ou moins irréversible. La croissance économique qui est liée à la croissance démographique, là, ça ne peut s'opérer dans un environnement comme celui du Québec que par l'immigration. Même si on avait des politiques pour changer le taux de fertilité, là, le taux des naissances, je ne suis pas certaine qu'on va revenir à une situation où les femmes québécoises vont avoir 7-8 enfants. On ne s'en va pas du tout dans cette direction-là. Les taux de mortalité, à part la pandémie, là, les gens vivent plus longtemps en meilleure santé. Alors, la croissance d'une base de main-d'œuvre qui va soutenir la croissance économique, ça ne peut venir que de l'immigration à court, moyen et très long terme.
Alors, toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, alors pourquoi ne pas commencer par des gens qu'on connaît déjà, ils sont déjà chez nous. On les côtoie, ils travaillent, ne commettent pas de crimes. Ils sont bien intégrés. D'ailleurs, les migrants en situation d'irrégularité commettent très peu d'infractions. Ils vivent de façon, avec la peur justement de devoir quitter. De façon générale, au niveau statistique, contrairement justement à l'opinion publique, parce que souvent on voit un cas d'espèce là, où quelqu'un a commis un crime, puis on dit c'est quelqu'un qui aurait dû être déporté. Mais la vraie réalité, c'est qu'on pourrait commencer par bien absorber dans nos systèmes publics les gens qui sont déjà chez nous. Mm-hmm. J'ai envie de vous poser une question sur la migration à l'échelle plus internationale pour le futur. Quels sont les grands défis qui attendent le monde en matière de mobilité humaine et de migration? Vous savez, au niveau des Nations unies, ça a été pendant très longtemps le sujet dont on ne parlait pas. Les pays étaient toujours prêts à avoir toutes sortes de dialogues et puis de conversations puis de projets sur toutes sortes de questions, y compris la mobilité des capitaux, la mobilité des biens. Mais quand on arrivait à la mobilité des personnes, là, les barricades de la souveraineté nationale étaient immédiatement érigées. On disait, avec raison, chaque pays a le droit de déterminer qui est sur son territoire, qui peut y entrer, dans quelles circonstances, à quelles conditions. Sauf, bien sûr, là, on a quand même un encadrement, entre autres par la Charte canadienne des libertés. Tout citoyen canadien a droit de sortir, de demeurer et d'entrer au Canada. Mais de façon générale, on comprend bien que ça relève de la souveraineté des États. Mais on comprend aussi de plus en plus qu'avec la mondialisation, l'ouverture des moyens de communication, la facilité des moyens de communication, de transport, la mobilité humaine est en croissance et va continuer d'être en croissance. Les gens vont se déplacer de plus en plus. Donc, une meilleure coopération, une meilleure gestion va réduire la migration irrégulière, celle qui cause en fait le plus de problèmes. Donc, est-ce qu'on devrait, c'est une question qu'on peut se poser, ouvrir la Convention sur les réfugiés pour étendre le statut de réfugié à une certaine classe de migrants soi-disant économiques ou, comme on en parle déjà maintenant, ce qu'on va appeler des migrants climatiques ou des migrants de l'environnement, là, des gens qui vont être plus ou moins forcés de quitter leur pays, même leur région, parce qu'ils seront plus capables de cultiver leurs terres ou que leurs îles vont disparaître. Et ça, évidemment, la relation entre les changements climatiques et la mobilité humaine, c'est un des grands enjeux là, auxquels les pays vont devoir faire face. Et pour un pays comme le Canada, qui historiquement est un pays d'accueil, un pays de destination, un pays d'accueil, et qui va devoir, et qui va sûrement choisir de continuer à l'être, on doit être au premier plan de ces conversations-là sur une meilleure gestion de la mobilité humaine. L'idée, c'est d'ouvrir les canaux, justement, par toutes sortes de mécanismes de travail, par exemple, saisonniers dans certains cas, du court terme, qui peut être attirant pour certaines personnes, du moyen terme, des politiques de meilleure absorption, intégration des gens qui arrivent. Tout ça, c'est dans notre intérêt et c'est inévitable quand on fait des projections démographiques. Mm-hmm. Puis, vous avez mentionné la collaboration entre les pays. Dans notre contexte semi-local, quand je pense au Canada, je pense aussi aux États-Unis et à la frontière qu'on partage avec eux. Est-ce que l'arrivée de la nouvelle administration Biden peut avoir des impacts quant à la gestion de la migration entre ces deux pays que sont le Canada et les États-Unis? Ouais, probablement. Je pense que, par exemple, l'arrivée de l'administration Trump a créé tellement d'inquiétudes dans certains milieux aux États-Unis que c'est là qu'on a vu, par exemple, le chemin Roxham. Mm-hmm. Des gens qui se sentaient forcés de quitter les États-Unis par peur que leur statut migratoire soit mis en péril. Alors, c'est sûr que les politiques internes, c'est pour ça aussi que la coopération est importante. Il n'y a pas un pays, en fait, qui peut se donner une politique d'immigration et la mettre en place s'il n'a pas la collaboration de ses voisins ou même d'un peu tout le monde. En fait, si les voisins essayent de saboter
une politique d'immigration, ça ne va pas très bien marcher. Fondamentalement, une gestion de frontières, ça demande une coopération. Alors, je pense que, écoutez, la tendance qu'on avait vue dans, mettons, les 20 dernières années, c'était, par exemple, l'Union européenne, où les frontières à l'intérieur des pays membres de l'Union européenne, aux fins de mobilité humaine, sont disparues. Hein, on pouvait se promener même en touriste. Il n'y avait plus de frontières entre la France, la Belgique, l'Allemagne. Alors, on avait ce concept-là. L'Union africaine s'en va toujours, je pense, dans la même direction, de créer un passeport africain, de garder les souverainetés nationales, mais de favoriser les mouvements à fin économique, entre autres, à travers les frontières. Puis il faut d'ailleurs souligner que les réfugiés, les gens qui quittent leur pays, qui n'ont pas le choix, la vaste majorité reste à côté de chez eux. On a souvent projeté l'impression que les Africains arrivent en Europe. La plupart des Africains qui quittent leur pays restent dans le pays voisin ou dans les pays avoisinants. C'est une très petite proportion qui va plus loin. Alors, on aurait pu imaginer dans un autre climat, peut-être il y a 20 ans, le même genre de mouvement à travers les Amériques. Avoir, comme on a eu un traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis, le Mexique, on aurait pu concevoir à un certain moment donné, justement, une espèce d'abolition des frontières internes au niveau de la mouvance migratoire pour le travail, par exemple. Je pense qu'on n'en est pas là, mais la politique de chaque pays a un impact inévitable sur la situation de la migration dans les pays voisins. Et peut-être en conclusion, j'aimerais vous demander, si vous aviez un souhait à formuler pour le futur de la mobilité humaine, quel serait-il et pourquoi? Je pense que mon premier souhait, c'est que ça soit mieux géré, mais de façon, et ça à travers tous les pays. Mais qu'en même temps, je pense que, pour être plus précise au niveau du Canada, du Québec, je pense que ce serait important qu'on ait des discours qui soient mieux informés, qu'on évacue beaucoup des stéréotypes qui deviennent des préjugés très négatifs qu'on a envers les étrangers, surtout ceux dont le statut n'est pas régulier. Je pense qu'une meilleure connaissance de la réalité de ces gens-là, leur réalité ici, la réalité qu'ils vivaient chez eux, et une meilleure compréhension de nos intérêts, comme je vous dis, à court et moyen terme. Moi, je suis convaincue que si on avait des discours plus sains, là, comme ça, de façon publique, que les décideurs politiques pourraient être persuadés d'aller dans la bonne direction, qui, à mon avis, est une direction plus d'ouverture. Puis quand on parle de politique d'intégration des migrants, je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre, on a juste à regarder notre histoire, c'est que des fois, le mot intégration, ça suggère, on parlait des mots au tout début, l'importance des mots, l'intégration, ça suggère une masse qui est immuable, nous, et des gens dans lesquels on essaie de les intégrer. Alors que l'histoire de la mobilité humaine, c'est l'histoire de la transformation. Nos sociétés se sont transformées, la nôtre en particulier, pour le mieux, à mon avis. L'ouverture, on parle souvent au Québec de l'Expo 67, on a accueilli le monde entier, on a eu un imaginaire que Gilles Vigneault avait très bien exprimé aussi dans ma maison est ouverte, mon pays, ma maison est ouverte à tout le monde. Je pense que ce concept-là, que la mobilité humaine est un facteur de transformation, que c'est pas juste la question d'intégrer des gens dans une culture qui est fixe et fermée, tout ça, c'est des idées, je pense, qui vont très, très bien nous servir à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants. Je veux vous remercier parce que vous parlez d'un discours informé, d'un discours sain et vous y contribuez certainement. Je pense que vous allez avoir éclairé beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Vous m'avez éclairé, ça c'est certain. Et je vous remercie pour votre temps et votre implication dans cette cause. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Au revoir.